Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle de puissance. Normalement, quand on est en classe, je demande aux gens, bon, qu'est-ce que c'est de la puissance? Et généralement, les gens vont me sortir leur connaissance d'électricité de secondaire 4 et ils vont me dire que la puissance, c'est le produit de la tension fois l'intensité. Bon, dans un contexte électrique, c'est bien valide, mais ça ne nous aidera pas pour un système mécanique. Donc, généralement, à partir de ça, je demande, OK, donc, les unités de mesure qui sont cachées derrière ça, c'est quoi? Bon, les gens me disent, bon, ils s'en souviennent très souvent que la puissance va être exprimée en watts, la tension va être exprimée en volts, et l'intensité va être exprimée en ampères. Et là, c'est là que ça dérape un petit peu, parce que je vais toujours demander, OK, donc les unités fondamentaux qui sont cachées derrière le volt et les ampères, qu'est-ce que c'est? Après un petit peu de torture et d'acharnement, ben, il y a toujours quelqu'un qui réussit à me dire, ben oui, des volts, ce sont des joules par coulomb. Des joules, donc c'est la quantité d'énergie. Des coulombs, c'est un ensemble de charges électriques. Donc des volts, c'est la quantité d'énergie donnée par unité de charge électrique. Des ampères, de la même façon, si on simplifie ça, ça va donner des coulombs par seconde. Donc, le nombre de charges qui passent dans votre fil à chaque seconde. Donc, ça veut dire à ce moment-là que des watts, je peux obtenir ça en multipliant joule par coulomb fois coulomb par seconde. Mais si vous regardez ce qui se passe ici, bien, mes coulombs se simplifient. Donc, j'obtiens alors des joules par seconde. Donc, c'est le rythme auquel l'énergie est consommée ou se dépense ou s'accumule à la limite. Par exemple, si vous avez un séchoir à cheveux de 1500 watts, donc ça dit qu'à chaque seconde, le séchoir va consommer 1500 joules d'énergie. Donc, c'est quand même beaucoup. Une ampoule de 15 watts, ben, à chaque seconde, va consommer 15 joules d'énergie. Donc, si je regarde ça au sens mécanique, je prends l'haltère qui est ici et je peux la monter d'une certaine hauteur. Donc, il y a deux façons de faire ça. Je pourrais faire premier scénario, comme ça ici, et deuxième scénario, ce serait comme ça. Donc, on s'entend que si la différence de hauteur est la même, j'ai accumulé la même quantité d'énergie potentielle. Par contre, dans le deuxième scénario, ça m'a pris moins de secondes, moins de temps pour faire le même travail. Donc, le rapport travail divisé par le temps donnait un plus grand nombre de joules par seconde. Donc, j'ai déployé une plus grande puissance à ce moment-là. Le travail mécanique était le même, mais le rythme de dépense d'énergie ne l'était pas. Donc, maintenant, si on regarde ça d'un point de vue vraiment mécanique, la puissance, donc le symbole, c'est un P majuscule. Et par définition, c'est le rythme de dépense d'énergie. Unité de mesure, c'est le watt, ça vient de James Watt, physicien britannique, ingénieur britannique plutôt. Donc W majuscule, vu que ça vient d'un personnage. Okay? Et un watt, c'est la même chose que 1 joule par seconde. Autre unité de puissance qu'on entend souvent, particulièrement dans le monde automobile, le monde mécanique en Amérique du Nord, c'est le HP, le horsepower. Un HP, c'est environ 746 watts. Quand on aura besoin de convertir, on prendra cette valeur-là. Pas besoin de la prendre par cœur, vous l'aurez dans vos notes là, si c'est nécessaire. Okay? Gardez en tête, le cheval vapeur existe, mais ce n'est pas exactement la même valeur. Ça vient de l'époque industrielle où justement on commençait à remplacer les chevaux par des machines à vapeur. Donc on prenait un pauvre cheval là, qui faisait tourner, mettons, un treuil là, toute la journée. Puis, il fallait qu'il soit capable de recommencer le lendemain. Donc, la puissance qu'il devait fournir à ce moment-là, ben, c'était un cheval vapeur. Il semblerait que les chevaux britanniques étaient un petit peu plus puissants que les chevaux français. Donc, il y a à peu près 3% de différence entre les deux. Donc, en Amérique du Nord, c'est le horsepower et non pas le cheval vapeur. Il y a des constructeurs automobiles en Italie qui ont essayé d'exploiter ça. Ils voulaient avoir une voiture qui faisait 1000 chevaux. Donc, ils ont... c'est Bugatti, je crois bien. Donc, ils ont fait les feuillets publicitaires en français et en italien, mais ils ne l'ont jamais sorti en anglais parce qu'en horsepower, ça tombait un petit peu en dessous de 1000. Donc, la formule pour la puissance est égale à travail divisé par le temps que ça a pris pour accomplir ce travail-là. Donc, le travail est en joules, le temps est en secondes, la puissance est en watts. Faites bien attention, on utilise W dans deux contextes différents dans la même formule, ici dans ce cas-là. Donc, si W est une unité de mesure, ben, c'est le watt. Et si W est une quantité physique, ben, ça représente le travail. Donc, faites bien attention
confusion possible ici dans ce cas-là. Et quand vous écrivez watt, l'abréviation, c'est un gros W là, majuscule, bien carré. Pas de cursif, pas de minuscule, pas de oméga minuscule. Donc, c'est vraiment un W majuscule. Premier exercice en lien avec la puissance. Un randonneur de 80,0 kg prend 3h30 minutes pour escalader une hauteur de 1300 mètres. Donc, quel travail accompli pour grimper cette hauteur-là? Et B, quelle est la puissance qu'il a déployée pour faire ce travail-là dans ce temps-là? Essayez ça, s'il vous plaît. OK, donc on a nos données ici. Tout fonctionne, sauf que le temps ici est exprimé en heures, donc on devra convertir ça en secondes. Donc on a 3,5 heures fois 3600 secondes par heure. Donc ça nous donne ici 12 600 secondes. On ne se préoccupe pas des chiffres significatifs ici. Donc, le travail, ben, ce qui va se passer, c'est que on s'entend que la personne va probablement commencer au repos et va finir au repos en haut pour profiter de la vue rendue en haut. Donc, vitesse initiale 0, vitesse finale 0, donc il n'y a pas de changement d'énergie cinétique. La seule forme d'énergie vraiment qu'il va pouvoir accumuler, ça va être de l'énergie potentielle. Donc, le travail, ça va être delta EP. Donc, ça va être MGH ou selon avec delta H selon le changement de hauteur dans ce cas-là. Donc on a ici 80 kg fois 9,8 newtons par kilogramme et le changement de hauteur, altitude 1300 mètres. Ça vous donne 1 019 200 joules. Et voilà, donc encore une fois, les chiffres significatifs n'ont pas été considérés. Donc ça, c'est le travail qu'il a fait. C'est le changement d'énergie potentielle qu'il a accumulé en grimpant cette montagne-là. Ensuite de ça, on cherche la puissance. La puissance, ça sera le travail divisé par le temps. Donc le travail, c'est ce qu'on a ici, 1 019 200 joules. Et ça a pris pour faire ça 12 600 secondes. Donc, ce qui va faire ici 80,9 joules par seconde. Et des joules par seconde, ça nous donne des watts. OK. Voilà. Donc, ce qui peut expliquer que on a chaud en même temps, bien sûr. Ça, c'est l'énergie potentielle accumulée, mais le corps humain a un rendement énergétique quand même assez faible. Donc, pour chaque joule de travail mécanique qui a été accumulé, une bonne partie de ça va être dégagée en chaleur aussi. Donc, ça explique qu'on a chaud en grimpant des montagnes. Le prochain problème est en lien avec un surski. Un surski, s'il y en a qui ne connaissent pas ça, c'est un kayak qui est fait pour courser en mer. Donc c'est plus solide, plus stable qu'un K1 olympique, mais c'est plus rapide qu'un kayak de mer. OK, donc vitesse initiale 0 km/h. Temps 0. On y va. OK. Donc, pour me rendre à 13 km/h, ça a pris à peu près 14,39 secondes. La question est, quel est le travail mécanique que j'ai fait? 2. Quelle est la puissance
que j'ai déployé en assumant qu'il n'y a aucune friction. On sait que c'est complètement faux, mais s'il n'y avait pas de friction, quel est le travail que j'ai fait et quelle est la puissance déployée? Au revoir. OK. Donnée importante que vous devez savoir, masse totale du bonhomme et du surfski ici, approximativement 100 kg. Bye bye! L'eau donnée, masse du pagayeur et de l'embarcation, le surfski, c'est approximativement 100 kg. On dit que la vitesse initiale, c'est 0. La vitesse finale, c'est 13 km à l'heure. Puis, le temps nécessaire pour rejoindre cette vitesse, c'était de 14,39 secondes. Okay. Et là, grosse hypothèse, on fait semblant ici qu'il n'y a pas d'énergie perdue contre la friction. En réalité, on en reparlera à la fin, là, mais le gros du travail, quand vous pagayez, quand vous canotez, quand vous ramez, c'est pour combattre la friction de l'eau. Il faut déplacer une grande masse d'eau à chaque fois que l'embarcation se déplace. Donc, la plus grande part de l'énergie dépensée, de la puissance déployée, sera pour combattre la force de frottement de l'eau et aussi de l'air dans certains cas, mais particulièrement l'eau. Okay, on regarde ça ici. Donc, ici, il y a un changement de vitesse. Il n'y a pas de changement d'altitude. C'est sur de l'eau relativement plate. Donc, à ce moment-là, il n'y aura pas de changement d'énergie potentielle. La seule chose qui change de façon significative, c'est la vitesse. Donc, si on fait un travail pour changer la vitesse, bien, on va accumuler de l'énergie cinétique. Donc, pour calculer mon énergie cinétique, j'ai besoin d'avoir ma vitesse en mètres par seconde. Donc, ici, j'ai 13,0 km à l'heure. Ça, c'est la même chose que 13 fois 1000 mètres que je vais parcourir dans 3600 secondes. Donc, ce qui va faire ici 3,611 mètres par seconde. Donc, avec ça, je peux calculer mon énergie cinétique. Avec mon travail, ce sera mon changement d'énergie cinétique. Ce qui sera finalement mon énergie cinétique finale, parce qu'au départ, j'en ai pas du tout, j'ai pas de vitesse. Donc, changement d'énergie cinétique. Donc, mon changement d'énergie cinétique, c'est la même chose que l'énergie cinétique finale. Donc, ça va faire ici une demi mv finale carré. Donc, une demi fois 100 kg fois, on avait ici 3,611 mètres par seconde, on met ça au carré, et ça donne une énergie cinétique de 652,0 joules. Ce qui est ridicule, c'est beaucoup plus que ça en réalité. Donc, ça, c'est le travail qui a été fait, en considérant qu'on ne s'est pas battu contre le frottement de l'eau, c'était juste pour accélérer le bonhomme et l'embarcation. Ensuite de ça, ça c'était pour le A. Pour le B, on veut avoir la puissance déployée. Donc, puissance est égale à travail divisé par le temps. Donc, le travail, c'est le changement d'énergie cinétique, 652,0 joules. Le temps que ça a pris pour faire ça, 14,39 secondes. Ce qui va vous donner ici 45,3 watts. Ce qui représente une petite partie de la puissance totale qui doit être déployée pour tasser de l'eau. Voilà. Dans les deux exemples précédents et dans la formule que je vous ai donnée, on a considéré que la puissance était déployée pour accumuler de l'énergie cinétique ou de l'énergie potentielle, ou à la limite les deux.
Sauf que ça va arriver très souvent où quand vous marchez, quand vous courez, quand vous pédalez sur votre vélo, vous devez déployer une puissance juste pour maintenir votre vitesse constante. Si vous arrêtez de pousser, ben vous allez arrêter assez vite parce que vous combattez la force de frottement dans ce cas-là. Frottement de l'air, frottement de l'eau, etc. Okay? Donc, il existe une façon de calculer la puissance quand c'est pour combattre une force constante à vitesse constante. Frottement de vos pneus sur la route, frottement de l'air et des articulations quand vous courez. Donc, voilà. Donc, petit rappel. Calcul d'une puissance lors d'un travail fait contre une force constante à vitesse constante. Donc, on a déjà vu que le travail était la force fois le déplacement, produit scalaire. Il faut que les deux soient dans la même direction pour maximiser le travail. Et si ça se fait à vitesse constante, ben, on sait, formule numéro 1 là, dans la classe, que la vitesse, c'est le déplacement divisé par le temps. Et on avait le droit d'employer ça seulement si c'était du mouvement rectiligne uniforme. Donc, je reviens à la définition d'une puissance. Puissance, c'est travail divisé par le temps, mais ça, c'est aussi équivalent à F delta S divisé par le temps. Donc, le delta S sur le temps que j'ai ici, ben, je peux le remplacer par vitesse. Donc, ça devient force fois vitesse. Donc, la puissance va être égale à vecteur force, produit scalaire, vitesse. Généralement, quand vous roulez à vélo, quand vous courez, ben, la force que vous allez exercer, c'est dans la direction de votre vitesse. Donc, il n'y a pas de problème. Le cos θ va disparaître. Là, ça vaut 1. Okay? Donc, votre force est en newton, votre vitesse est en mètres par seconde et la puissance est en watts. Je vous fais confiance pour vérifier que les unités fonctionnent bien. Là, ça va bien vous donner des watts dans ce cas-là. Donc, exercice en lien avec ça. Une cycliste développe une puissance de 350 watts lorsqu'elle roule à une vitesse de 40,0 km à l'heure. Donc, quelle est la force motrice du vélo? On s'entend, c'est pas la même force qu'elle applique sur les pédales. C'est la force qui va se transmettre là, du pneu à la route pour la faire avancer. C'est le prochain chapitre là, sur les machines simples qui vont nous permettre de faire la différence entre les deux. Donc, la force motrice du vélo. Et je veux connaître sa puissance exprimée en HP, en horsepower. Essayez ça, s'il vous plaît. OK, je regarde ça avec vous. Donc, puissance déployée, 350 watts, qui est très correct pour un humain. Ensuite de ça, la vitesse qu'elle maintient, c'est 40 km à l'heure. Donc, je dois exprimer ça en mètres par seconde. Donc, ça va faire ici 40 fois 1000 mètres. Encore une fois, divisé par 3600 secondes. Ce qui donne ici une vitesse de 11,11 mètres par seconde. Donc, je reviens à ça ici. On cherche la force motrice. Donc, puissance est égale à force fois vitesse. Donc, ça va faire ici, si je recherche la force va être égale à puissance divisé par vitesse. Donc, la puissance déployée, c'est 350 watts. La vitesse qu'elle maintient, 11,11 mètres par seconde. Donc, sa force motrice pour le vélo, ce sera 31,50 newtons. Okay.
On en parle au prochain cours, mais on s'entend que pour maintenir une vitesse de 40 km à l'heure, la force qu'elle applique sur les pédales, c'est beaucoup plus que ça, là. Ça peut être son poids au complet ou même plus que ça si elle tire sur l'autre pédale en même temps. Donc, ça, c'est vraiment la force que le pneu existe sur la route. Donc, on va voir quel est le rôle du vélo pour changer cette force-là dans ce cas-là. Donc, ça, c'est la force motrice. Ensuite de ça, je veux connaître sa puissance exprimée en HP. Donc, on a ici une puissance de 350 watts et ça me prend 746 watts pour faire un HP. Donc, sa puissance, ça sera ici 0,47 HP. Okay. Pour vous donner une idée, là, un être humain assez en forme dans un sport d'endurance peut fournir facilement là, un tiers de HP. Donc, 0,47, là, ben, c'est un bon effort là, en termes de puissance dans ce cas-là. Donc, après ça, il y a peut-être des gens qui se demandent pourquoi on fait ça, pourquoi je calcule des puissances, je ne ferai jamais ça dans ma vie, je n'utiliserai jamais ça. Bien, permettez-moi de partager une petite anecdote avec vous. Il y a plusieurs années, mon épouse qui conduit très bien, qui fait toujours des arrêts obligatoires, là, parfait, elle revient à la maison toute peinée parce qu'elle a eu une contravention comme quoi elle n'aurait pas fait son arrêt obligatoire à une intersection, puis même qu'elle aurait roulé à l'intersection à 45 km à l'heure. Je dis, parfait, on va aller voir la scène du crime. Puis j'ai vu qu'à l'endroit où le policier était, ben, c'était impossible pour lui de voir la ligne d'arrêt où mon épouse a fait son arrêt, alors que les gens font leur arrêt un petit peu plus loin que la ligne d'arrêt. Donc, on est retourné à la maison, j'ai pris un grand miroir, un ruban mesuré et un appareil photo. Fait que j'ai demandé à mon épouse de stationner sa voiture avec les phares allumés, qu'elle soit plus visible, à la ligne d'arrêt. Moi, je me suis placé à l'endroit où le policier était avec mon appareil photo. Puis, j'ai demandé à mon épouse de s'avancer jusqu'à temps que je puisse la voir. Donc, l'endroit où le policier pouvait voir la voiture à cette position-là. Et moi, je ne voyais pas du tout la voiture. Par contre, si elle plaçait le miroir correctement, ben, je pouvais voir l'image de la voiture devant la ligne d'arrêt dans le miroir. Donc, j'ai pris une photo de ça. Ensuite de ça, j'ai demandé à mon épouse de ne pas bouger. Je suis retourné et j'ai mesuré la distance entre l'endroit où elle était, l'endroit où le policier pouvait commencer à la voir, et la ligne d'arrêt où la voiture était. Et après ça, on est retourné à la maison, j'ai trouvé quelle était la puissance de la voiture, j'ai trouvé quelle était la masse de la voiture, et avec ça, j'ai calculé que c'était possible pour mon épouse de faire un arrêt complet à la ligne d'arrêt, et d'accélérer et de se faire voir à la position où le policier l'a vu, et d'avoir une vitesse de 44 km à l'heure. Donc, elle a pris les calculs, elle a pris les photos, elle est allée en cours et elle a gagné. Donc, voyez-vous, la physique est au service de la justice.